les clusters et pôles de compétitivité peuvent-ils être des outils de développement des acteurs économiques sur les territoires? Et déjà, pour commencer, je crois par quelque chose d'essentiel, c'est que, effectivement, contrairement à l'idée qu'on peut en avoir dans l'esprit commun, cluster et pôle de compétitivité, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est une distinction bien française. Les pôles, quand c'est appelé la projet des pôles de compétitivité, les pôles sont essentiellement orientés vers la recherche et vers le rapprochement entre les universités et les entreprises. Et le dispositif qui a été mis en place, c'est quand même assez orienté vers les grands groupes, parce qu'en fait, l'outil des pôles, c'est le FUI, c'est le Fonds unique interministériel, qui en fait participe au financement de ces projets de recherche qui ont comme vocation effectivement de donner le lien avec les pôles. L'objectif des pôles, c'est de sortir des projets FUI, et ces FUI, le minimum du projet qu'on peut faire, c'est 1,5 million d'euros. Vous voyez que les PME, PMI, de temps en temps on en met dedans bien sûr, mais c'est quand même porté, fortement tiré par les grands. Donc ça c'est... Et donc en fait vous avez des pôles de compétitivité, j'en suis un, qui sont en fait essentiellement orientés grands groupes et filières, accrochés de grands groupes même, et universités. Alors si je dis ça un peu dans les pôles, je me fais assassiner, mais en fait, c'est la réalité. C'est la réalité parce que vous avez la vie comme ça. Par contre, vous avez les clusters. Les clusters, c'est... moi, j'ai créé des premiers... J'étais parmi les créateurs des premiers clusters. J'ai créé Pôle Pharma, Cosmétique Perche Bois, Perche Saillant. J'ai créé un cluster au Congo, Cosmétique Congo, les coupes verts. Voilà. Les clusters, ça correspond en fait à une nécessité des entreprises de se dire qu'il faut se mettre ensemble pour essayer d'être plus efficace. Et généralement, ils se mettent ensemble pour être plus efficaces, et c'est certainement votre cas, soit pour échanger des bonnes pratiques, soit surtout aussi pour mieux commercialiser, être plus fort et pour répondre à des appels d'offres, pour répondre à être présent sur des salons internationaux, créer une identité. C'est des choses assez concrètes. Quand j'ai créé les pôles en 1994, le pôle de compétitivité, enfin le cluster Cosmetic Valley par exemple, c'est valable pour les autres, l'idée c'était de dire, écoutez, on ne se connaît pas et on va essayer de créer des synergies de proximité, parce que j'avais un copain qui fabriquait des savons, et il allait chercher son packaging dans le sud de la France ou en Italie. Alors qu'en fait, il pouvait y avoir des gens dans le coin. Donc on a fait le recensement des entreprises locales qui touchaient de près ou de loin à la cosmétique, par exemple, et on s'est aperçu qu'il y avait énormément de gens qui travaillaient pour la cosmétique sans qu'on sache, sans avoir créé une identité. C'est comme ça qu'on a créé un cluster. Donc cluster et pôle, c'est vu par l'État. Vous avez les clusters qui s'appelaient avant des districts ou des... on regroupait ça dans les clubs des districts français, et en fait c'était tenu et appuyé par la data, par Exodata, qui ça correspondait à une politique territoriale, d'animation territoriale. Donc d'un côté vous avez la data et de l'autre côté vous avez la DGE ou DG6 qui a en fait lancé la politique des pôles. Et en fait on a deux mondes différents, deux mondes totalement gérés de façon différente, et en plus on vous dit surtout faites pas les deux, ça va pas. Donc, moi j'ai eu des tentatives pour m'exposer mon pôle qui est le seul pôle qui est issu d'un cluster et qui est tenu le pôle de compétitivité en même temps. Donc voilà. Mais ce qu'on pense, c'est que le plus gros potentiel d'emploi, c'est pas dans les pôles de compétitivité, c'est dans les clusters. Il y a un chiffre qui a été sorti par la CGPME, ce chiffre, c'est qu'il y a eu 600 000 créations d'emplois dans les PME PMI ces 10 dernières années, il y en a 0 par les grands groupes et les ETI. C'est quand même une question. Et donc, les politiques nationales, moi je les considère qu'elles sont quand même fortement orientées vers les grands groupes. Voilà. Et donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. En tant que président de France Cluster, je fais actuellement des propositions pour l'Élysée, en disant, écoutez, les clusters, c'est quand même des outils qui permettent en fait de regrouper les entreprises. Elles le font par elles-mêmes, donc c'est pas contraint. Mais il y a un potentiel, notamment
pour favoriser le mouvement d'entreprise. C'est-à-dire, à l'intérieur d'un cluster, vous pourrez très bien avoir des gens qui se regroupent ensemble pour soit se dire, tiens, on va commercialiser à 4 ou 5 entreprises et se payer un bureau commercial, mais au Maroc. Et ça fait c'est une dynamique forte parce que ça va créer l'emploi d'une façon ou d'une autre, ça va créer du chiffre d'affaires, etc. Il y en a d'autres qui peuvent se faire comme ce que j'ai essayé de monter, c'est de créer par exemple une plateforme de commercialisation parce que vous voulez vendre en Chine. Ben, il y a Alibaba qui fait des plateformes, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur une plateforme et regrouper des entreprises? Donc vous voyez, à l'intérieur d'un cluster, on a cette capacité de pousser des initiatives comme ça, de groupement d'entreprises. Donc ce qu'on propose actuellement, c'est de créer une dynamique d'appel à projet sur les groupements d'entreprises, de telle façon qu'en fait on puisse appuyer et aider ces gens à se mettre ensemble et à créer des dynamiques plus fortes, que ça soit des réponses à appel à projet ou des choses comme ça. Alors, un mot sur... ce qui est intéressant dans l'expérience de Cosmetic Valley, c'est que c'est en fait un peu un cluster. Je vais vous parler un peu de la façon dont on voit les choses et comment on a évolué. Notre position, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi notre objectif. Et c'est important de définir un objectif pour une structure de ce type-là. Notre objectif est tout simplement d'être les premiers au monde, d'être le premier centre de ressources au monde à la parfumerie cosmétique. En fait, c'est pas très difficile parce qu'il n'y a personne d'autre en France pour l'instant. Donc on commence à être copié par les Chinois, on commence à être copié par les Japonais, mais en fait on a une avance importante. On a la chance que la France, en matière cosmétique parfumerie est largement reconnue pour une question de... Et a reconnu et continue à être reconnu parce que le Made in France, ça correspond à quelque chose. Donc c'est un travail de valeur. Je vais vous en parler après, mais le Made in France, c'est pas... comme je voyais dans un avion, il y avait une hôtesse de l'air qui poussait son chariot, et il y avait une grande bouteille de Coca-Cola et marqué dessus Made in France. C'est pas un produit français, le Coca-Cola, enfin, je ne crois pas. Quand une Chinoise achète un produit cosmétique, elle achète un produit Made in France parce qu'elle sait que derrière le produit Made in France, il y a un produit qui n'est pas nocif, qui ne veut pas des trous à la peau ou qui ne veut pas des rougeurs, et c'est un produit qui est performant, donc c'est des valeurs. Donc l'important dans le Made in France, c'est de cultiver des valeurs. Ce n'est pas fondamentalement le fait que ça soit fait en France en tant que tel, ce n'est pas la valeur, ça fait en France. C'est quand vous avez des Mercedes qui sont faits à Shanghai, ça reste un produit allemand. Et c'est comme ça, en fait. Je pense que c'est ces valeurs qu'il faut cultiver, et ça fait partie d'un objectif important. Voilà. Alors, derrière cet objectif, nous, on a construit une stratégie. Et c'est là où on retrouve ce duo pôle et cluster. Et alors, quand on dit nous, on va être les premiers au monde, alors on se dit il nous faut des stratégies derrière. Les stratégies derrière, c'est quoi? C'est une stratégie d'abord de réseau. Donc c'est typiquement une stratégie de cluster. Alors c'est comment animer son réseau et comment lui donner une plus-value. Alors je peux vous dire à peu près ce qu'on a dans la stratégie de réseau. Enfin, on a d'abord des synergies quotidiennes, il faut que les gens se connaissent et d'une façon ou d'une autre, ça implique des manifestations, des réunions de soir, ça implique aussi des services qu'on apporte. On apporte la veille par exemple, on a un service de veille qui nous permet d'analyser les marchés, d'appuyer nos membres sur leur stratégie de commercialisation. Qu'est-ce qu'on fait? On fait par exemple actuellement, on est en train de mettre en place un échange d'actifs dormants. C'est-à-dire vous avez, quand vous êtes une PME en cosmétique, mais je suppose que par rapport à de vous c'est pareil, vous achetez quelque chose chez BASF, vous êtes obligé de prendre un fût de 200 litres, alors vous avez besoin d'un kilo. Ou d'un litre. Et donc ces 200 litres qui restent, ils vous restent dans l'usine et vous avez dû le payer. Donc quelque part, ce qui est intéressant, c'est de monter en fait un genre de plateforme où les gens s'échangent ils se payent et on ne va pas cumuler comme ça les actifs, en fait on échange les actifs. Donc ça c'est des choses tout simples, mais ça fait vivre un réseau et c'est extrêmement important. Je vais vous parler des valeurs. Pour nous, la valeur, c'est une façon de monter en compétence. Et donc, nos PME, et donc en fait, on a des stratégies de valeur en disant, écoutez,
Si vous rentrez par exemple dans une plateforme de commercialisation, ben nous on veut donner ce label à cette plateforme, et le label qu'on va donner, il implique que vous passez par une évolution de ce que vous faites, de votre produit. On n'a pas envie de mettre un label Cosmétique Vallée sur un truc qui fonctionne pas bien et qui n'a pas suivi en fait une démarche de progrès. Voilà. Donc ça c'est notre première stratégie, c'est une stratégie de réseau. La deuxième stratégie des dents, c'est une stratégie typiquement de cluster. Ce n'est pas une stratégie de pôle de compétitivité. La deuxième stratégie qu'on a, c'est une stratégie commerciale. C'est encore un nouveau pour le réseau. Dans nos membres, on a des grands groupes comme Dior, Chanel, Guerlain, etc. Ils ne sont pas du tout intéressés par ce que l'on fait au commerce, dans le réseau commercial. Ils n'attendent pas vraiment pour les amener à Shanghai ou ailleurs. Par contre, vous avez plein de PME qui vendent du Made in France, et dans la force, c'est dans le Made in France, comme vous disiez. En fait, cette stratégie commerciale, on dit, mais d'abord, on va vous accompagner sur les salons internationaux. Donc, on fait des salons depuis très longtemps, depuis 1997, on fait Hong Kong, on fait Shanghai, on fait Dubaï. Et donc, on amène des entreprises sur ces salons, mais on amène ces entreprises avec une marque Cosmétique Vallée qui nous positionne dans le temps. Et donc, cette image, cette identité, c'est important. Et là, on se bagarre un peu avec Ubi-France, qui ne veut pas de notre image. Donc, à Shanghai, Ubi-France n'est pas là, donc on a un stand qui représente la France sous Cosmétique Vallée. Bon, on a plus de mal à dire. Mais enfin, c'est extrêmement important, parce que ça vous permet, quand vous êtes sur des salons, ça vous permet de créer un groupe de gens, des piliers, des gens qui se connaissent, etc. Et ça, c'est fort, parce que quand vous êtes en plein milieu des Chinois, le gars qui est jamais sorti, il est content de se retrouver avec les copains. C'est important. Je sais que j'avais amené d'ailleurs des artisans du bois dans mon cluster bois. J'avais amené ça au concours du Kinshasa en pleine forêt. Les gens ils avaient tendance à se regrouper autour de nous. Voilà, ça crée une forte stimulation. Donc notre réflexion sur le commercial, c'est de dire bon, d'abord les salons. Sachez quand même que, et c'est pas neutre, que les salons internationaux en cosmétique, je ne sais pas comment c'est dans le bâtiment, bien qu'un bâtiment, je pense que c'est pensé par les Français, mais en cosmétique, quand on parle de Dubaï, quand on parle à Paris, il y a un petit salon qui marche pas bien, qui est porté par les Anglais, à Dubaï qui est porté par les Allemands, à Hong Kong qui est porté par les Anglais, par les Italiens, et à Shanghai, pour l'instant, c'est porté par les Anglais. Donc, si vous voulez, on n'a pas de salons qui sont portés par les Français, donc par définition, les pavillons français vont se retrouver soit près des toilettes, soit des machins, c'est pas top. Voilà. Non, mais ça veut dire qu'en fait, on se dit, on se fait quelque part avoir. Donc, on a décidé de porter un salon cette année, donc on prend un risque énorme, parce qu'un salon à Paris, c'est déjà payé une carré au Louvre, ou je sais pas où, on est en train de chercher. Mais bon, c'est des risques, mais il faut le faire parce que c'est pour demain. Donc il y a les salons. La deuxième chose, c'est se dire, peut-être qu'il y a des pays où il n'y a pas de salon, et dans lesquels, en fait, on pourrait avoir une action particulière parce que c'est un pays à fort développement, peu connu, etc. Donc on a essayé le Kazakhstan, on a essayé la Pologne, donc on s'essaye là-dessus, mais l'idée c'est de dire, on prend une position sur un pays, et on essaie d'alimenter par tous les réseaux qu'on a, ambassade, conseil du commerce extérieur, etc. De telle façon qu'on puisse se créer dans le temps des liens forts. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire. La troisième chose qu'on se dit, donc, ça on a essayé en 2014-2013, on n'a pas encore trouvé le bon créneau, mais bon, on va y arriver. La troisième chose, c'est de dire l'accès au marché chinois, ça coûte de l'argent, c'est un grand marché pour nous, ça coûte de l'argent, donc on peut passer par effectivement les salons, mais c'est long, c'est lourd, et il y a certaines marques qui travaillent directement par email, sur le net. Donc on est en train de regarder, avec comme Alibaba, tout le monde en parle, si on peut avoir une sous-plateforme dans lesquelles on peut effectivement faire la promotion de nos PME de façon sélective. Tout en, et c'est je reviens à ce que disait mon prédécesseur, c'est sûr que si vous vendez un produit cosmétique comme ça dans Alibaba
investir, il faut coller ça à des valeurs et à un service. Il faut que ça soit pas uniquement, simplement, je te vends un produit anti-rides et voilà. Il faut peut-être que ça soit collé forcément aux indices France, que ça soit collé à un accompagnement peut-être sur des salons virtuels, etc. Enfin, il y a des choses à faire. Voilà, donc on a, donc après la stratégie de réseau, on a une stratégie commerciale qui a comme vocation d'accompagner certaines entreprises, pas uniquement sur des produits finis. C'est intéressant, c'est de voir dans un cluster, si vous l'avez, si vous travaillez sur l'ensemble de la filière, vous avez différents clients. Donc je vous ai dit, il y a des gros groupes, alors on ne les intéresse pas pour les 2 premiers cas. Enfin, le réseau, un petit peu, ça les intéresse un peu. Enfin, le réseau, oui, ça les intéresse un peu, mais pas trop. Le commercial, ça ne les intéresse pas. On a des gens qui font des produits finis, des PME qui font des produits finis. On a ensuite des gens qui font des ingrédients, et c'est des salons différents, et c'est des marques différentes. Et on a des gens qui font du packaging, et on a des gens qui font du service, c'est-à-dire du contrôle, des tests, etc. La troisième stratégie, c'est une stratégie sur la formation. Donc on appelle, et c'est à nouveau le cluster qui fonctionne là-dessus, bien que là les grands groupes interviennent dedans. La formation, ça veut dire que on a un catalogue, on a mis en place des formations, on a un catalogue de formation continue, mais sur certains thèmes comme la réglementation en cosmétique, c'est extrêmement important et ça évolue chaque année. Donc on fait un congrès. On fait un congrès qui réunit quand même chaque année à peu près 300 à 500 personnes. Et donc c'est important, mais c'est aussi un centre de profit important pour le produit. C'est tellement important que l'État s'en est coupé, donc c'est catastrophique. Donc l'État a considéré que ce n'était pas une formation continue, et j'ai eu un redressement de 840 000 € pour 3 ans. C'est-à-dire sur le chiffre d'affaires, c'est plus possible. Voilà. Donc ça va s'arranger, mais bon. Et quand je reviens du Japon, je vois le Japon, il y a un cluster, il y a la préfecture qui est derrière le cluster qui donne des coups de main et qui met en relation. Nous, on a plutôt des gens qui nous tirent dans la main. Alors, néanmoins, si on scène, je crois que vous travaillez aussi sur la thématique, enfin, sur le fait pardon, que les clusters peuvent aussi générer des outils structurants sur le territoire. Oui, je vais en parler. Voilà. Je vais en parler, c'est marqué là. Je vous en prie. Je laisse continuer. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes. Je pense qu'il faut pas oublier, vous avez un objectif et vous le déclinez. Et vous le déclinez sur des stratégies comme ça parce que c'est structurant. Mais vous permet d'indiquer un peu quoi. Mais sachez qu'en fait, cette notion de congrès, de formation, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est quelque chose qui permet aux clusters de vivre. Et dans quelques temps, la plupart des clusters ou des pôles vont avoir quand même des problèmes de subsistance et de ressources. Et c'est une façon de trouver des ressources. Ensuite, on a une stratégie sur la recherche. Sur la recherche en cosmétique, on n'a pas d'outils structurants, on n'a pas d'université jusqu'à présent cosmétique qui travaille sur les produits cosmétiques et dans la plupart des pôles, si vous voulez, comme vous avez le Méditerranée, il y a des universités qui travaillent sur les matériaux et donc ça alimente un projet de recherche. Donc, ils alimentent au moins 50%. Quand vous prenez notre pôle, ce n'est pas le cas et donc en fait, une des stratégies qu'on a, ça a été d'abord immédiatement prouver qu'on pouvait sortir des projets de recherche et faire de la fertilisation croisée parce qu'on a un réseau et parce qu'on sait amener le réseau et ça c'est important parce que ça nous donne une crédibilité. La deuxième chose c'est que on s'est dit c'est important de créer des outils structurants et favoriser la création d'outils structurants. Et ça va avec les territoires, c'est extrêmement important. Ça veut dire que si vous dites moi je veux être le meilleur dans le monde en cosmétique, il faut que les territoires se disent bah oui ça vaut la peine et on va vous aider ou on va sortir des outils structurants et on va nous on pousse par exemple la création de chaires universitaires à Tours sur un domaine d'excellence. À Tours, le domaine d'excellence de Tours c'est le sensoriel, le domaine d'excellence de Cergy-Pontoise c'est la mesure. Donc sur le sensoriel on a un truc qui s'appelle CRT100, c'est une plateforme de recherche sensorielle. On a à Orléans, je vous pousse à sortir et ça va sortir une plateforme sur la formulation et notamment sur les glycosciences. Quand vous êtes après dans la Haute-Normandie, qui est aussi dans mon pôle,
Vous avez des savoir-faire sur les peptides et notamment sur la sécurité sanitaire des produits, quand ça reste une valeur extrêmement importante. Donc on pousse à la création d'outils structurants et un agro-cosmétique, agro en tout cas, qui a comme occasion d'être un prototype pour mesurer, pour faire la capacité de faire des produits cosmétiques sans parabènes, sans conservateurs et de les mettre en fabrication. Donc en fait, les collectivités prennent en charge petit à petit et se disent que effectivement, on est un territoire qui devient attractif parce qu'on s'occupe parce qu'on a une excellence particulière qu'on développe avec le pôle. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que cette excellence, mais les autres n'ont pas et personne ne le fait. Donc si on le fait nous avant tout le monde, on devient excellent dans le monde entier. Et en face de chaque excellence, on lance un congrès qui permet en fait de faire intervenir d'abord, ça nous permet de créer un groupe de scientifiques autour, mais derrière, ça nous permet de créer une visibilité internationale forte. Et donc, chaque année, on a au moins 3, 4, parce qu'il y en a qui sont sur 2 ans, mais 3, 4 conventions, congrès, qui ont vocation internationale quand même, dans le groupe. Alors, tout ça pour vous dire que ces outils structurants, ça permet une visibilité territoriale, mais ça permet aussi d'alimenter un projet de recherche pour demain le pôle et les membres du pôle. Et ça permet de les pousser vers le haut et de prendre une place que les autres pays n'ont pas encore. Quand je vous écoute sur GA2B, c'est-à-dire qu'il faut... mon impression, c'est qu'il faut avoir l'ambition de dire dans l'aéronautique, je suis le meilleur de France. Et c'est quoi et comment je décline pour être les meilleurs en France, les meilleurs même en Europe et un peu plus. Et ça vaut la peine parce que après vous vendez ça aux collectivités et tout le monde a le même. Tout le monde s'engage dans une démarche, enfin si vous y arrivez, mais si on y arrive assez facilement, tout le monde se dit on continue à appuyer le pôle parce que ça vaut la peine et ça crée de la visibilité, etc. Et donc moi je vous incite à. Je pense que c'est important dans la réflexion en se disant qu'il ne faut pas penser petit, il ne faut pas penser régional, uniquement régional. Moi je vais assurer, au départ, mon cluster était sur le département de la Loire. Si j'étais resté là et si j'avais écouté certaines politiques, j'aurais un peu de mal actuellement pour être mondial. Non, on est sur 3 régions, mais en plus aussi, on a 3 régions moteurs, mais derrière on a aussi des partenaires en France entière et l'État nous demande le pôle de Grasse, ça doit l'éducation qu'il fallait, puis en fait on traite avec la Citaine, on traite avec Limousin, parce qu'ils ont des domaines de compétences qui sont complémentaires, c'est-à-dire, prenez la Citaine, il y a un centre des disciplines dans la Citaine qui est excellent, qui est reconnu dans toute la profession. Et ça ne sert à rien que je dise à mes collectivités, il faut faire un centre des lipides parce que c'est important pour la cosmétique dans notre sphère géographique, c'est-à-dire dans notre région, alors qu'il y en a un à Bordeaux. Donc autant que je m'arrange avec Bordeaux et que je ramène en fait tout le potentiel de la cosmétique sur Bordeaux, que l'on parle de lipides. Voilà. Donc la dimension régionale, la dimension géographique, c'est une dimension importante. Certes, parce que c'est là où on a le moteur, mais il faut que ce moteur il serve aussi à toute la France et avoir cette ambition, enfin à mon sens. Voilà. Ça me permet de donner un conseil. Et l'avantage de France Cluster, c'est que c'est le partage des savoir-faire et des acquis. Je pense que ça peut tirer assez bien compte. Et ensuite, je vous ai dit stratégie de réseau, stratégie commerciale, stratégie de formation, stratégie de recherche. Ça, c'est typiquement, alors tout le reste, c'est quasiment le cluster. Et en France, la stratégie de recherche, c'est la partie pôle de compétitivité. Donc vous voyez, en fait, c'est assez limitatif globalement. Alors que maintenant, les pôles sont en train de se dire, tiens, il se passe des choses ailleurs. Donc on va essayer de voir, mais fondamentalement, je veux dire que le meilleur démarrage, c'est quand même, c'est d'abord le cluster, et il faut qu'il s'intéresse petit à petit à la recherche. Et je pense que c'est le temps il y aura plus d'habilitation que la forme de pôle. Donc, je pense que ça, c'est une bonne voie. Quand j'étais cluster, en fait, pendant les 10 premières années, on était arrivé à un groupe d'amis, de relations, on faisait des manifestations ensemble, on faisait des salles ensemble. Et puis tout le monde trouvait que c'était limité. Et un jour, j'avais des
sont envoyés par Christian Blanc. Et il m'a dit, mais donc avec le président de l'université de Grenoble, je crois. Et ils m'ont dit, mais attendez, il vous manque un truc essentiel, c'est la recherche. Et en fait, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est pourtant, c'est une composante qui est extrêmement moteur, en fait, on s'en rend pas compte, mais ça semble évident quand on dit comme ça, mais de faire des projets de recherche en associant 2-3 partenaires et une université, ça fait bouger les choses de façon énorme. Voilà. Et donc, c'est important. La dernière stratégie qu'on a, c'est une stratégie de valorisation territoriale, parce que c'est essentiel, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. L'idée, c'est de dire qu'il y a une vallée, alors la vallée, elle est plus ou moins grande, il y a assez une bonne vallée, parce que de toute façon, on ne sait pas très bien quelle dimension elle a, mais la Cosmétique Vallée, c'est pareil. La vallée, pour nous, la vallée, c'est le lieu où, en fait, dans le monde entier, on se dit, je vais trouver des gens qualifiés, je vais trouver des centres de recherche, on va parler de recherche, si j'ai quelque chose, si j'ai un laboratoire à mettre en place quelque part, je le mets dans la Cosmétique Vallée parce que c'est là que je vais trouver tout ce qui convient. Et donc, ça, si vous voulez, c'est une façon de... Et ça, c'est un élément attractif, parce qu'actuellement, il n'y a pas une entreprise cosmétique qui a envie de s'implanter quelque part, que ce soit des Brésiliens, ou que ce soit des Colombiens ou des Chinois, sans avoir regardé avant ce qui se passe dans la Cosmétique Vallée. Donc, si vous voulez, c'est important de se créer cette image et de se créer cette vallée, ce territoire qui est un territoire de référence. Voilà. Je vous l'ai dit à peu près tout, je l'ai fait trop rapide. Très bien, c'était parfait, au contraire. Voilà, sachez que je pense que ce qui est important, c'est le cluster et l'évolution de ce cluster en se disant, quelque part, il doit y avoir un peu de compétitivité, enfin, c'est pas mais vers la recherche en tout cas, ça c'est important. Et puis de l'intérieur du pôle, nous on va essayer de lancer ce qu'on appelle approcher au niveau national ou par région, si on peut, de mouvements d'entreprise, de façon que on puisse épauler des mouvements d'entreprise qui ont des velléités de se mettre en 4 par an ou par 4 pour faire ceci ou cela. En tout cas, merci. Merci à vous. On peut espérer